Il nous est tous arrivé de vivre cette scène, parfois même un peu trop souvent. Le réveil ne sonne pas. Ou bien, Ou bien on l'a éteint dans un demi-sommeil, le fameux encore 5 minutes. ouais, voilà exactement, ce encore 5 minutes qui se transforme en une heure de trou noir. Et là, on ouvre un œil, le regard se pose sur l'horloge et bam, c'est la décharge électrique. Une panique pure et simple en fait. C'est ça, le cœur s'emballe instantanément, on a l'adrénaline qui inonde le système nerveux, on saute du lit en s'emmêlant dans les draps, on court d'une pièce à l'autre sans but précis, et on a cette sensation très désagréable que la journée nous a déjà complètement échappé, avant même d'avoir posé un pied dehors, quoi. Et c'est là que le piège se referme. Bah oui, parce que dans ces moments de chaos absolu, l'idée même de prendre du temps pour soi, genre de dérouler tranquillement une routine matinale complète comme celle qu'on décortique ensemble depuis un moment, ça semble non seulement impossible, mais presque insultant. Moi, la première, mon esprit rationnel se braque et je me dis laisse tomber, j'ai pas le temps, la journée est déjà fichue. On se dit qu'il faut juste limiter les dégâts, ouais. Mais cette réaction, c'est profondément ancré dans notre biologie. Ce qu'on perçoit comme un simple retard déclenche en réalité une réponse archaïque de survie. Genre notre cerveau croit qu'on va mourir. Absolument. Le cerveau primitif, il fait pas la différence entre je vais rater mon train pour la réunion de 9 heures et un prédateur est en train de me courir après. L'amygdale s'active directement, le cortisol. L'hormone du stress. C'est ça, l'hormone du stress submerge le cortex préfrontal. Notre capacité à penser à long terme ou à faire des choix délibérés est littéralement court-circuitée. On entre dans une vision en tunnel, quoi. D'où l'excuse du manque de temps. Exactement. L'excuse du manque de temps est universelle, précisément parce que, sous l'emprise du stress, la moindre seconde supplémentaire passée à ne pas courir vers la porte, ça ressemble à un danger de mort imminent. Ajouter une tâche de développement personnel à ce moment-là, ça crée une surcharge cognitive insupportable. C'est trop, tout simplement. Mais du coup, l'approche qu'on aborde pour cette session spécifique, c'est fascinant parce qu'elle a été pensée exactement pour contrer ce phénomène biologique. C'est un peu un filet de sécurité d'urgence. Un protocole de sauvegarde, oui. Voilà, un filet conçu pour condenser toute la puissance d'une pratique d'une heure en une fraction infime de ce temps, sans provoquer cette fameuse surcharge dont tu parlais. Parce qu'on a tous cette fâcheuse tendance à être dans le tout ou rien. Si on ne peut pas faire sa routine idéale de 60 minutes, on jette l'éponge et on se laisse happer par la frénésie. On abandonne tout, hein. C'est le réflexe classique. Sauf qu'ici, on refuse cette fatalité. On ne lâche rien des principes fondamentaux, mais on les hypercomprime. On parle de prendre le temps équivalent à celui qu'il faut pour faire couler un café, soit à peu près 360 petites secondes pour retourner la situation. 6 minutes montre en main. C'est ça. Mais soyons concrets. Comment on peut sérieusement amorcer un changement d'état d'esprit et calmer une biologie en état d'alerte rouge dans un laps de temps aussi dérisoire? Le réflexe instinctif, c'est l'action frénétique. Or, le point de départ de cette méthode express exige tout l'inverse, non? Tout l'inverse, oui. L'erreur fatale des matins de crise, c'est de laisser le chaos dicter la cadence métabolique. Si on court dès la première seconde, on va passer le reste de la journée à essayer de rattraper son propre souffle émotionnel. On court après le temps jusqu'au soir. Exactement. Donc, le premier remède, les 60 premières secondes de ce protocole d'urgence, consiste à imposer un arrêt brutal au système. Au lieu de bondir hors du lit, le principe c'est de s'asseoir, les pieds bien à plat, et de plonger dans un silence résolu. Un silence résolu. Oui, pas un silence d'attente anxieuse où on compte les minutes. Un silence imposé. On respire lentement, profondément, en gonflant le ventre. Honnêtement, quand on est déjà en retard de 20 minutes, chaque tic-tac de l'horloge résonne comme un reproche. Dire à quelqu'un dont le train part dans un quart d'heure « asseyez-vous et taisez-vous », ça semble être le meilleur moyen de multiplier son anxiété par 10. C'est contre-intuitif, c'est vrai. Moi, l'immobilité dans l'urgence, ça me paraît être une torture psychologique pure. C'est perçu comme une torture uniquement dans les toutes premières secondes. Parce que le corps lutte contre l'immobilité. Mais physiologiquement, et c'est là que c'est brillant, une respiration diaphragmatique profonde et délibérée, ça envoie un signal mécanique direct au nerf vague. Ah, le fameux nerf vague. Voilà. Ce nerf, il agit comme le frein en main d'urgence de notre système nerveux sympathique. En 60 secondes de respiration lente, on stoppe net la production de cortisol. On force l'activation du système parasympathique. Celui du repos et de la digestion, c'est ça? Absolument. Ce silence, ce n'est pas une perte de temps du tout, c'est une réinitialisation matérielle du cerveau. On évacue le brouillard de panique pour retrouver l'accès à ses facultés rationnelles. On peut juste utiliser cette courte fenêtre pour formuler une pensée de gratitude très simple ou simplement se concentrer sur l'air frais qui entre par les narines.
C'est l'équivalent parfait du redémarrage d'un ordinateur qui a frisé en fait. Ah, la métaphore est très juste, oui. Si la machine est bloquée, taper frénétiquement sur toutes les touches du clavier ne fait qu'aggraver le problème. Ça surcharge la mémoire vive. La seule vraie solution, c'est de forcer l'arrêt, de laisser les composants redescendre en température, puis de relancer le processeur proprement. C'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là. Un court-circuit neurologique qui permet de retrouver son centre de gravité avant que le tumulte de la journée ne vienne imposer son propre rythme. D'accord, mais une fois que ce système est apaisé par le silence, il y a une sorte de vide qui se crée. Le calme est là, mais il n'a pas encore de direction. Et on sait tous que l'esprit déteste le vide. Si on ne le remplit pas immédiatement, l'angoisse du retard va s'y engouffrer de nouveau. C'est pour ça que la deuxième minute est cruciale. Elle est centrée sur le langage et l'intention. On prend ces textes, ces engagements fondamentaux, et on les lit à voix haute, avec conviction. C'est la phase des affirmations. Voilà. Le silence a neutralisé l'angoisse, il faut maintenant orienter la pensée. La lecture à voix haute de ces affirmations, c'est une injection directe de sens. Habituellement, le dialogue intérieur d'un matin de retard tourne en boucle sur des scripts négatifs. Genre, je suis incorrigible, je vais me faire renvoyer, tout va mal se passer. C'est ça. L'être humain a un biais de négativité très puissant. Remplacer ces pensées parasites par des mots choisis délibérément à l'avance, ça agit comme une nouvelle programmation. En lisant un texte qui rappelle notre potentiel, nos véritables priorités, nos valeurs, on force le cerveau à traiter une information linguistique structurée et positive. Mais poussons la logique un instant. Passer une minute à scander des phrases motivantes devant son miroir quand le monde extérieur réclame notre présence immédiate, n'est-ce pas une forme de positivité toxique? Comment ça? Comment notre cerveau peut-il accorder le moindre crédit à une phrase du type « je suis maître de mon temps et plein d'énergie » quand la réalité tangible hurle exactement le contraire? Ça ressemble à un mensonge qu'on se fait à soi-même, non? C'est une excellente question. Mais le but des affirmations, si elles sont bien construites, attention, ce n'est pas de nier la réalité du retard. C'est de rappeler à l'individu sa capacité de résilience face à ce retard. Ah, la nuance est importante. Très importante. Une affirmation efficace ne dit pas « je ne suis pas en retard », elle dit « même si l'imprévu survient, j'ai les ressources pour rester concentré et apporter de la valeur aujourd'hui ». Ce n'est pas du déni, c'est de la focalisation. Je vois. Et sur le côté temporel, une minute, ça suffit vraiment? L'efficacité ne dépend pas de la durée de la lecture. 60 secondes de concentration pure, à haute voix, ça engage de multiples aires cérébrales. L'aire de Broca pour l'articulation, le cortex auditif pour l'écoute de sa propre voix. C'est toute une mécanique qui se met en route. Exactement. Cette densité d'intention crée un point d'ancrage massif. Le cerveau est obligé de prêter attention à ce signal fort, ce qui recable instantanément l'énergie vers ce qui est sous notre contrôle. Donc si on suit le fil conducteur, minute 1, on a éteint l'incendie chimique avec la respiration et le silence. Le terrain est déblayé. Minute 2, on a planté un nouveau décor mental avec les affirmations. Le cap est fixé. Le cap est fixé, oui. Mais formuler une intention avec des mots, ça reste un processus très intellectuel, très conceptuel même. L'énergie, sans incarnation matérielle ou émotionnelle, elle a tendance à se dissiper très vite dès qu'on passe la porte d'entrée. C'est vrai, les mots seuls peuvent s'évaporer. C'est à ce stade de la séquence, la 3e minute, qu'on quitte le domaine des mots pour entrer dans celui des images et du ressenti émotionnel profond, avec la visualisation. Le langage donne la direction et l'image donne le carburant. Dans cette 3e phase, on ferme les yeux et on se projette dans la journée à venir. Mais attention, il y a une distinction fondamentale à faire ici entre la rêverie passive et la visualisation stratégique. On ne s'imagine pas en train de gagner au loto ou de voler. Non, voilà. Il ne s'agit pas d'imaginer des scénarios fantaisistes où tous les problèmes disparaissent par magie. Il s'agit de se voir en train de naviguer dans cette journée complexe, mais avec fluidité et assurance. On s'imagine en train de sourire face à un collègue difficile, ou on visualise la sensation physique de terminer un dossier important avec satisfaction. C'est ça, exact. Exactement. On génère artificiellement l'émotion de l'accomplissement avant même que l'action n'ait eu lieu. Et ça, neurologiquement parlant, c'est très puissant. D'ailleurs, il y a un concept souvent évoqué dans ce contexte, c'est le système réticulé activateur. Si on le vulgarise un peu, c'est un peu comme le videur à l'entrée d'une boîte de nuit. N'est-ce pas, Elkam? J'adore cette image, c'est tout à fait ça. Il filtre ce qui a le droit d'entrer dans notre conscience et ce qui doit rester dehors.
C'est une excellente analogie. Notre cerveau est bombardé par des millions de bits d'informations sensorielles à chaque seconde. S'il devait tout traiter consciemment, il grillerait instantanément. Donc le système réticulé activateur, logé à la base du cerveau, il trie ces informations selon ce qu'il juge important. Et c'est nous qui lui disons ce qui est important. Voilà. Si notre état interne est réglé sur l'angoisse et le retard, ce filtre ne laissera passer que les informations qui valident cette angoisse. Les feux rouges, les regards des approbateurs, les obstacles. Ah oui, les fameux jours où on a l'impression que le monde entier est contre nous. Exactement. À l'inverse, en passant 1 minute à visualiser des interactions positives et des réussites, on programme délibérément ce videur neurologique. On lui ordonne de scanner l'environnement tout au long de la journée pour repérer les opportunités de collaboration, les solutions créatives, les moments de joie. On biaise notre propre perception du monde à notre avantage. Ce passage de l'interne vers l'externe, je trouve ça vraiment fascinant. Mais la visualisation, aussi puissante soit-elle, ça reste une expérience qui flotte dans l'imaginaire. C'est un nuage cognitif. Et les nuages se dissipent au premier coup de vent. C'est le risque, oui. Et c'est pour ça que la transition vers la 4e minute est peut-être la plus cruciale de tout le protocole. On passe brusquement du monde des idées à l'action physique concrète. L'écriture. On prend un stylo, un carnet et on écrit. Pas sur un clavier, idéalement à la main. On note rapidement un motif de gratitude profond et surtout les actions précises que l'on s'engage à mener à bien aujourd'hui. C'est l'ancrage. On attrape littéralement ce nuage de la visualisation pour le transformer en pierre. C'est très beau et c'est très vrai. L'écriture manuscrite est une technologie cognitive extrêmement sous-estimée à l'ère du numérique. Quand on trace des lettres sur du papier, le mouvement complexe de la main sollicite des réseaux neuronaux liés à la motricité fine. Et ça ralentit mécaniquement le flux des pensées. Ah, parce qu'on ne peut pas écrire aussi vite qu'on pense. Impossible. Ce ralentissement forcé oblige le cerveau à synthétiser et à choisir ses mots avec une précision redoutable. Et la précision, c'est le meilleur antidote à l'anxiété. C'est clair, l'angoisse se nourrit toujours du flou, du j'ai trop de choses à faire, je ne sais pas par où commencer. L'écriture vient trancher dans ce flou. En listant les 2 ou 3 engagements incontournables de la journée, on passe un contrat physique avec soi-même. L'intention éthérée devient une donnée matérielle que les yeux peuvent voir et relire. C'est une extériorisation de la volonté qui produit un sentiment de contrôle massif. On vient de reprendre la barre du navire. C'est un vrai point de bascule. À ce stade, 4 minutes sont écoulées. L'incendie est éteint, la boussole est calibrée, le filtre neurologique est programmé et le contrat physique est signé. Les fondations psychologiques sont solides. Très solide, oui. Mais un navire bien orienté n'ira nulle part sans carburant. Avant d'affronter l'extérieur, l'esprit a besoin d'une étincelle intellectuelle et la biologie a besoin d'un coup de fouet physiologique. C'est ce double besoin qui dicte les 2 dernières étapes. Minute 5 et minute 6. Commençons par l'intellect, avec la phase de lecture pour la 5e minute. 60 secondes pour ouvrir un ouvrage de développement personnel ou de philosophie pratique et en extraire quelques lignes. L'approche de la lecture ici défie nos conceptions traditionnelles, je dois dire. La plupart des gens perçoivent la lecture comme une activité immersive, nécessitant de longues plages horaires, un bon fauteuil. Du calme, pas d'interruption. Voilà. Mais dans ce format condensé, l'objectif est purement utilitariste et chirurgical. Le but n'est pas de comprendre l'arc narratif complexe d'une thèse entière. L'objectif, c'est d'aller chercher une seule idée, un seul concept novateur ou une seule stratégie comportementale applicable le jour même. C'est du braconnage intellectuel. C'est une bonne façon de le dire. Mais, et là je me fais l'avocate du diable, que peut-on véritablement assimiler en lisant une page ou 2 à la hâte, en sachant pertinemment que, je sais pas, notre taxi attend en bas? Est-ce que cette idée ne va pas s'évaporer aussitôt le livre refermé? Elle s'évaporerait, oui, si le terrain n'avait pas été préparé par les 4 étapes précédentes. Ah, tout est lié. Exactement. Là, le cerveau est dans un état de réception optimale, complètement dégagé de l'anxiété. Une seule nouvelle idée, ça agit comme une graine plantée dans un sol fertile. Ça peut être une citation sur la gestion des conflits, une astuce de productivité. En l'espace d'1 minute, on introduit un nouveau paradigme dans notre logiciel mental. C'est fou. Et si l'on répète ce micro-apprentissage chaque jour de crise, l'accumulation de ces petites pépites finit par créer un avantage cognitif exponentiel sur le long terme. C'est la force de l'intérêt composé appliquée à la connaissance. J'aime beaucoup cette image. C'est vraiment la goutte de caféine intellectuelle pure. Et cette stimulation de l'esprit est immédiatement suivie par son pendant physique pour la toute dernière ligne droite, l'activation du corps, la 6e minute.
L'ultime étape, oui. On laisse le livre, on se lève de sa chaise et on met la machine biologique en mouvement intense. Des sauts sur place, des pompes rapides, des abdominaux, n'importe quoi qui demande un effort explosif pendant 60 secondes chrono. Le but est de faire monter le rythme cardiaque et de générer une énergie brute. Oui, de dissiper les dernières traces de léthargie. Mais soyons clairs et cyniques un instant. Si on court avec un sac lourd pour attraper le bus au coin de la rue, le rythme cardiaque va exploser de toute façon. Appeler 60 secondes de saut sur place de l'exercice, c'est pas un peu galvauder le terme. Du point de vue de la condition physique, l'impact musculaire est nul. Alors à quoi ça sert fondamentalement? Du point de vue strict du développement de la masse musculaire ou de l'endurance, oui, 60 secondes ne transforment personne en athlète olympique. Ce serait une illusion de le croire. Mais l'impact calorique n'est absolument pas l'enjeu ici. Quel est l'enjeu alors? Il y a deux objectifs majeurs derrière cette minute d'effort explosif, et aucun n'est lié au fitness traditionnel. Le premier objectif est purement vasculaire. En accélérant violemment la pompe cardiaque de manière volontaire, j'insiste sur le mot volontaire, on propulse un afflux de sang riche en oxygène directement vers le cortex préfrontal, le centre des fonctions exécutives. Ah, donc c'est pas la course anxieuse après le bus, c'est une activation choisie. C'est ça. C'est un réveil biologique bien plus sain et bien plus puissant qu'un shoot de sucre ou de caféine artificielle. D'accord. Et le deuxième objectif? Le deuxième objectif est de l'ordre de la psychologie comportementale. Et c'est sans doute le plus crucial de toute la méthode. C'est ce qu'on appelle la préservation de l'identité. Oh, j'adore ce concept. La préservation de l'identité. Oui. Quand on a pris l'habitude de prendre soin de son corps, rater une séance de sport déclenche souvent l'effet psychologique du foutu pour foutu. Puisque je n'ai pas pu courir mes 5 km ce matin, ma journée saine a gâché, je peux aussi bien manger n'importe quoi à midi et annuler toutes mes bonnes résolutions. C'est l'effondrement de la chaîne d'habitude, le château de cartes qui s'écroule. Absolument. Et faire 60 secondes d'effort intense préserve cette chaîne. L'action en elle-même est modeste, mais le message neurologique est titanesque. Malgré la pression, malgré l'urgence, je reste le genre de personne qui honore son corps quotidiennement. On maintient l'étincelle de notre identité en vie. On ne brûle pas la forêt, mais on garde la braise incandescente pour le lendemain. Cette notion de préserver l'identité au milieu du chaos, ça résume parfaitement la puissance de l'ensemble de la séquence. Quand on y repense, l'architecture de ces 360 secondes est d'une logique implacable. C'est de la haute ingénierie comportementale. Vraiment. On part de l'immobilité totale, d'un point zéro avec le silence. Ensuite, on active doucement la mécanique de la pensée avec les mots des affirmations. Puis on élargit le spectre vers l'émotion et le visuel avec la projection mentale. Ensuite, on matérialise et on fixe cette énergie dans le réel par l'écriture. On nourrit l'intelligence avec une dose de lecture chirurgicale. Et on termine par l'explosion kinésique du mouvement physique. C'est un crescendo maîtrisé. Exécuté en moins de temps qu'il n'en faut pour repasser une chemise tachée. C'est fou, hein? Et la valeur pratique de cette condensation extrême, c'est qu'elle détruit systématiquement, brique par brique, la forteresse de nos excuses. Je n'ai pas le temps n'est plus un argument valide face à un protocole de 6 minutes. C'est clair. Les jours où la pression extérieure menace de tout emporter, sacrifier ces quelques secondes, c'est l'investissement minimal garanti pour modifier radicalement la trajectoire de la journée. Cela opère un renversement de pouvoir spectaculaire. Un renversement de pouvoir par rapport aux circonstances extérieures. Exactement. Quand on commence sa matinée en courant après la montre, en subissant l'agenda des autres ou la tyrannie des imprévus, on adopte d'emblée une posture psychologique de victime. En s'imposant cet arrêt sur image de 6 minutes, même au milieu de la tempête, on reprend les rênes de son existence. On déclare que notre propre équilibre interne prime sur l'urgence du monde extérieur. C'est la définition même de l'autonomie psychologique. Au lieu de traîner un sentiment de culpabilité toute la journée en se répétant « j'ai encore raté ma routine, je suis en échec », on s'offre une victoire éclatante dès le réveil. Une petite victoire, mais éclatante. On se dit « Ok, l'univers m'a jeté une balle courbe ce matin, mais j'ai assuré l'essentiel. Mon esprit est clair, mes objectifs sont posés, je suis prête à monter sur le ring. » C'est un changement de paradigme qui modifie jusqu'à notre langage corporel en arrivant au travail. Oui. Et si l'on pousse l'analyse un cran plus loin, cette méthode soulève une faille profonde dans notre rapport au temps et à nous-mêmes. C'est une vraie question philosophique qui se pose là. Laquelle? Eh bien, si l'on en vient à prétendre sérieusement, devant le miroir, que l'on n'a pas ne serait-ce que 6 ridicules minutes à s'accorder au saut du lit, si l'on soutient que notre emploi du temps est à ce point saturé, au point de ne pas pouvoir respirer et écrire 3 lignes, le véritable problème n'est probablement pas l'horloge. C'est le manque d'envie? Pas forcément l'envie.
Le manque de temps est un paravent, une illusion confortable. La réalité, c'est que l'hyperactivité est souvent un refuge. Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur viscérale de se retrouver face à soi-même, dans l'immobilité et le silence, avant que le bruit du monde et nos obligations professionnelles ne viennent nous servir d'armure? Que fuyons-nous avec tant d'acharnement en refusant de nous asseoir 360 secondes face à notre propre reflet? Waouh! C'est vertigineux quand on le formule ainsi. Si le simple fait de rester assis en silence pendant une petite minute provoque chez nous un rejet plus fort que le stress d'une journée chaotique, c'est que ce bruit extérieur que l'on feint de détester est en réalité une distraction que l'on recherche secrètement pour ne pas avoir à s'écouter penser. C'est une prise de conscience qui bouscule nos certitudes. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.